un exercice conjoint entre des officiers féminins de l'armée américaine et les commandos des forces spéciales de l'armée de terre française avait tourné à la confrontation, méprisant ouvertement les soldats français. Les Américaines les ignoraient de manière flagrante. L'une d'elles proposa un duel de parachutisme à haute altitude avec un pari humiliant. Si elles perdaient, elle leur accorderait une nuit de leur temps. Mais elles ignoraient une chose essentielle. Les forces spéciales françaises comptaient parmi les meilleures au monde. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à activer les notifications. Merci. Le vert profond des forêts alpines du Vercors était gorgé d'humidité matinale. Sur ce terrain d'entraînement montagneux, un exercice conjoint entre l'armée américaine et les forces spéciales de l'armée de terre française battait son plein. Le vent puissant, brassé par les pales des hélicoptères, soulevait la poussière du sol et l'air, chargé d'une odeur de sueur et de poudre, vibrait d'une tension palpable. Bien que les meilleures unités des deux pays fussent réunies, une guerre des nerfs subtile se jouait dans un coin du camp. L'incident avait pour origine la capitaine Evelyn Reed, une officier des forces spéciales de l'US Army. Avec ses cheveux blonds impeccablement tirés en un chignon strict, sa mâchoire volontaire et ses yeux d'un bleu glacial, elle incarnait l'élite militaire américaine. Forte de dizaines de missions réelles et de centaines de sauts à haute altitude, elle était une figure d'exception parmi les soldats américains participant à l'exercice. À ses yeux, les soldats français, et en particulier l'adjudant Étienne Martel, n'étaient que de silencieux soldats européens. « Hé, le Français, tu comptes rester planté là sans rien dire, tu ferais mieux de te concentrer sur l'exercice », lança un sous-officier américain qui se tenait à côté de la capitaine, avec un mépris non dissimulé. Étienne ne répondit rien, se contentant de vérifier méticuleusement son équipement. Il appartenait au UNER, régiment de parachutistes d'infanterie de marine UNER, une unité d'élite du commandement des opérations spéciales, dont l'existence même était entourée de secrets. La rigueur de leur entraînement et l'étendue de leurs compétences réelles étaient largement méconnues du monde extérieur. Tout ce que les Américains savaient, c'était qu'ils étaient les forces spéciales françaises. La capitaine Reed interpréta le silence d'Étienne comme un aveu de faiblesse. Se tournant vers ses collègues, elle laissa échapper un petit rire. J'ai entendu dire que les Européens avaient du mal à exprimer leurs émotions. Il est probablement terrifié à l'intérieur. Le saut en haute altitude, c'est pas pour tout le monde. Sa voix, claire et forte, porta jusqu'aux oreilles de tous les soldats français présents. Leurs visages se crispèrent, c'était une insulte. Mais en tant que militaire, surtout en plein exercice conjoint, toute réaction émotionnelle était proscrite. Ils ne pouvaient qu'encaisser leur colère en silence. Ce fut à ce moment qu'Étienne, qui vérifiait son parachute, releva la tête pour la première fois. Son regard était profond et calme, insondable. Il fixa la capitaine Reed. « La peur, dites-vous ? Le ciel, voyez-vous, est un lieu honnête. Il n'accepte pas les lâches. » La réponse inattendue d'Étienne fit légèrement hausser un sourcil à la capitaine. Intriguée, elle s'approcha de lui. Il la dépassait d'une bonne tête, mais leur carrure était similaire. Cependant, le corps d'Étienne, taillé dans le muscle sec, dégageait une impression de dureté, comme de l'acier forgé. « Tu as de la répartie, est-ce que tes compétences sont à la hauteur ? J'ai regardé ton dossier, tu n'as même pas 20 sauts officiels à ton actif, c'est moins d'un dixième de mon total. » « Il y a des ciels qui ne figurent dans aucun dossier, mon capitaine, » répondit Étienne, toujours aussi placide, mais avec une assurance tranchante. La capitaine Reed fut piquée au vif par cette confiance en soi dont elle ne discernait pas la source. En même temps, son orgueil démesuré la poussa à vouloir l'écraser. « Très bien, alors prouve-le, montre-nous ce que tu vaux autrement qu'avec des mots. » Elle balaya l'assemblée du regard et éleva la voix. Tous les regards se tournèrent vers eux. Ce n'était plus une simple joute verbale. L'honneur des forces spéciales des deux nations était en jeu. 10 kilomètres nous séparent du point cible, le nid de l'Aigle. Nous sauterons d'une altitude de 3000 mètres. Le premier qui plante son drapeau a gagné, ça te va ? Des sifflets et des acclamations ironiques fusèrent des rangs américains. Pour n'importe quel observateur, les conditions étaient outrageusement favorables à la capitaine Reed. Elle était une spécialiste de l'infiltration à haute altitude à l'eau et connaissait parfaitement la topographie locale grâce au briefing. Étienne, avec son faible nombre de sauts officiels et sa discrétion, semblait un adversaire de second ordre. Le supérieur d'Étienne s'approcha, l'air inquiet, mais Étienne le rassura d'un simple regard. Puis, fixant la capitaine Reed droit dans les yeux, il dit « Gagner ne suffit pas, faisons un pari. » Un pari,
Un sourire moqueur se dessina sur les lèvres de la capitaine. « Oui, un pari, si je gagne, capitaine, vous m'accorderez une nuit de votre temps, ce soir, sans aucune interruption. » La déclaration fracassante d'Étienne plongea le camp dans un silence de mort. Les soldats américains, d'abord stupéfaits, éclatèrent d'un rire encore plus brillant. Un simple soldat français osait faire une telle proposition à une officier d'élite de l'armée américaine. Pour eux, c'était la blague la plus audacieuse qu'ils aient jamais entendue. Ce type est fou, il ne sait pas à qui il a affaire. Capitaine, remettez-le à sa place. La capitaine Reed, d'abord déconcertée, sentit la colère monter en elle. Ce n'était plus une simple provocation, mais une insulte sexuelle grave, envers elle et envers l'uniforme américain. Ses yeux bleus s'embrasèrent de fureur. « Très bien, j'accepte ta proposition. Si je perds, je ferai ce que tu demandes. Même si cette nuit risque d'être la dernière de ta vie, ajouta-t-elle d'un ton glacial. Mais si je gagne, tu seras mon chien jusqu'à la fin de cet exercice. Quand je dirai assis, tu t'assiéras. Quand je dirai aboie, tu aboieras. Tu obéiras à tous mes ordres, sans exception. Penses-tu pouvoir le supporter ? » Cette fois, ce furent les camarades français d'Étienne qui tentèrent de le dissuader. Le pari était trop risqué. Le prix de la défaite dépasserait l'humiliation personnelle. Il entacherait l'honneur du régiment tout entier et par extension celui de l'armée de terre. Mais Étienne resta imperturbable. Il semblait même esquisser un léger sourire. Marché conclu. Il bon fif à des déar mais plip. Sa réponse résonna aux oreilles de tous comme un coup de marteau. Le pari était scellé. Les Américains, certains de la victoire, encouragèrent la capitaine Reed. Les Français, le visage grave, observaient Étienne. Ils ignoraient qu'Étienne Martel, surnommé l'ombre au sein du COS, était une légende vivante, que son unité se mesurait officieusement aux meilleures forces spéciales du monde et n'avait jamais été vaincu en infiltration sous voile. Pour lui, le ciel n'était pas un espace de terreur, mais son terrain de jeu le plus intime. Les dés étaient jetés. Une course mortelle pour l'honneur, la fierté et une promesse dangereuse allaient commencer. L'intérieur de l'avion de transport était un chaos de bruit et de vibrations. Le rugissement des moteurs couvrait les voies et la tension se lisait sur les visages des soldats assis sur les banquettes. Un gyrophare rouge clignotait, annonçant l'imminence du saut. La capitaine Reed était pleine d'assurance. Elle avait vécu ce moment des centaines de fois. Son cœur battait d'une excitation agréable et son esprit avait déjà simulé tout le parcours, la trajectoire la plus courte, les vents prévus, les manœuvres à l'atterrissage. Elle jeta un regard de côté à Étienne Martel. Il était assis, les yeux fermés, parfaitement immobile. On aurait dit un homme plongé dans un sommeil profond. Quel idiot! Comment peut-il dormir maintenant ou est-ce la peur qui le pousse à fuir la réalité ? Pensa la capitaine Reed avec mépris. Pour elle, Étienne Martel était déjà vaincu. Elle le jugeait mentalement brisé avant même le début de l'épreuve. Elle commença à imaginer comment elle allait l'humilier, un sourire cruel aux lèvres, lui arracher son uniforme, le forcer à ramper dans la boue, le faire jurer de lui obéir devant ses camarades. Il allait payer cher sa proposition indécente. À cet instant, la lumière verte au-dessus de la rampe s'alluma. Le signal du saut. Go! Au cri du largueur, la capitaine Reed jaillit comme un ressort et se projeta dans le vide. Le vent glacial fouetta son corps. Son champ de vision s'emplit du bleu infini du ciel et du vert de la terre. Elle contrôla sa position avec expertise, adoptant une posture de chute libre stable. Les chiffres de son altimètre défilaient à toute vitesse. Elle tourna la tête pour vérifier la position d'Étienne, qui devait sauter juste après elle. Mais il n'y avait personne. La rampe de l'avion était vide. Quoi ? Il a abandonné ? À cet instant précis, elle sentit une ombre passer au-dessus d'elle. Levant instinctivement les yeux, elle n'en crut pas ses yeux. C'était Étienne Martel. Il chutait d'une altitude bien supérieure à la sienne, dans une position presque verticale, comme une flèche. C'était pas la posture classique de tracking. C'était une technique extrêmement dangereuse et complexe appelée head down, les bras collés au corps, la tête en avant pour minimiser la résistance de l'air. Cette position permettait d'atteindre des vitesses phénoménales, mais la moindre erreur pouvait entraîner une perte de contrôle fatale. C'était une manœuvre que seuls les meilleurs parachutistes du monde ou les membres de certaines forces spéciales osaient tenter. « Impossible !» murmura la capitaine Reed abasourdie. Étienne Martel la dépassa en un éclair. À cet instant,
Leurs regards se croisèrent. Ses yeux à lui étaient d'un calme déconcertant, aucune trace de peur ou de tension. Il semblait aussi à l'aise qu'un poisson dans l'eau. Il lui adressa même un léger hochement de tête. C'était à la fois une salutation et une déclaration de guerre, une démonstration de supériorité écrasante. Reprenant ses esprits, la capitaine Reed se sentit envahie par la panique. Elle tenta à son tour de passer en position head down, mais il était déjà trop tard. Étienne n'était plus qu'un point minuscule qui s'éloignait à une vitesse vertigineuse. La vitesse à laquelle il tombait dépassait tout ce qu'elle avait jamais expérimenté. Mais qui est cet homme? D'où sort-il une telle technique? Les questions se bousculaient dans sa tête, mais elle n'avait pas le temps de réfléchir. Elle serra les dents, se concentrant uniquement sur la prise de vitesse, mais plus elle se crispait, moins son corps obéissait. De fines vibrations la déséquilibraient, l'empêchant d'accélérer davantage. Étienne, approchant du sol, manœuvrait avec une précision chirurgicale, il lisait les courants d'air, suivant une trajectoire optimale, comme s'il existait une route invisible dans le ciel. Le point cible, le nid de l'aigle, devenait de plus en plus net. Il attendit le tout dernier moment pour ouvrir son parachute. À quelques secondes à peine de l'impact, avec un timing parfait, il tira la poignée. Un bang sonore retentit tandis que la toile immense se déployait, freinant sa chute en douceur. Son atterrissage fut une œuvre d'art, pas de roulade, pas de déséquilibre. Il se posa sur ses deux pieds avec la légèreté d'un homme descendant un escalier, exactement à l'endroit où le drapeau devait être planté. Un atterrissage parfait, sans même soulever une feuille. D'un geste routinier, il plia sa voile, sortit un petit drapeau tricolore de sa poche et le hissa sur le mât préparé à cet effet. Quelques instants plus tard, le parachute de la capitaine Reed s'ouvrit dans le ciel. Son atterrissage, en comparaison, fut brutal. Elle roula plusieurs fois sur le sol avant de parvenir à se relever. Couverte de poussière, elle vit, à travers un voile de confusion, le drapeau français flottant au vent et sous celui-ci, la silhouette d'Étienne Martel qui l'attendait tranquillement. C'était une défaite totale, incontestable, face à une supériorité technique écrasante. Sur le camp, les soldats des deux nations, restés en arrière, suivaient la situation grâce au rapport radio de l'opérateur. Point cible sécurisé, drapeau en place, adjudant Martel France, Pible Van Fast. Puis, après une pause, l'écart est considérable. Les sourires disparurent des visages américains. L'incrédulité et la stupéfaction se peignirent sur leurs traits. Ils n'arrivaient pas à accepter que leur championne, la capitaine Reed, ait été si lourdement vaincue par un soldat européen inconnu, et ce, dans son propre domaine de prédilection. Du côté français, un murmure d'admiration parcourut les rangs, avant de se transformer en une clameur puissante qui emplit le camp. C'était l'ovation réservée à un héros qui venait de défendre leur honneur. Au sommet du nid de l'aigle, la capitaine Reed contemplait, hébétée, le drapeau qui claquait au vent. Le choc était tel qu'elle avait l'impression que toute sa carrière militaire venait d'être réduite à néant. Sa fierté était en miettes et son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires, colère, honte et une forme inexplicable de respect pour cet homme insaisissable. Étienne ne s'approcha pas. Il se tint à distance, lui laissant le temps de digérer ses émotions. Il n'affichait ni la suffisance du vainqueur, ni la pitié pour le vaincu. Il était simplement là, le visage impassible, comme si ce résultat était la seule issue logique. Après un long silence, la capitaine Reed parla enfin, la voix légèrement tremblante. « Mais qui êtes-vous, bon sang ?» Étienne ne répondit pas tout de suite. Il s'avança lentement vers elle. La fixant droit dans les yeux, il dit d'une voix basse mais claire. « Il est temps de parler de notre promesse, mon capitaine. » L'atmosphère dans l'hélicoptère qui les ramenait au camp était glaciale. Les soldats français euphoriques et les Américains abasourdis s'étaient tous tus. Tous les regards étaient tournés vers les deux protagonistes, Étienne Martel et la capitaine Evelyn Reed. Étienne regardait par le hublot silencieux. Son profil était toujours aussi inexpressif, mais il se dégageait de lui une nouvelle gravité. Il n'était plus le simple soldat européen qu'on ignorait. Il était l'homme qui avait écrasé l'élite de l'armée américaine, un objet de crainte et de respect. La situation de la capitaine Reed était pathétique. La tête basse, elle serrait les poings, ses jointures blanches. Son visage, habituellement si pâle, était rouge de colère et de honte. Ses propres coéquipiers n'osaient pas lui adresser un mot de réconfort. Dans leurs yeux se mêlait la déception envers leur leader et une hostilité non dissimulée envers Étienne. Quand l'hélicoptère se posa et que la rampe s'abaissa, les commandants des deux contingents les attendaient.
Le commandant américain, le lieutenant-colonel Maxwell, s'approcha de la capitaine Reed, le visage dur. « Capitaine, un rapport. J'ai perdu mon colonel. » Sans aucune excuse, dit-elle, s'efforçant de garder une voix stable, mais le dernier mot trembla. C'était la première fois de sa carrière qu'elle prononçait le mot « défaite ». Le lieutenant-colonel Maxwell, ne cachant pas sa déception, foudroya Étienne du regard, un regard qui semblait dire « Comment as-tu osé faire ça à notre meilleur élément ?» Le supérieur français d'Étienne, un adjudant-chef, lui frappa l'épaule avec fierté. « Bien joué, Martel, tu as fait honneur au régiment. Coûte la place et agent de cité. » Mais Étienne ne réagit pas aux louanges de son chef. Son regard était fixé sur la capitaine Reed. Ignorant le tumulte et les regards autour de lui, il marcha droit sur elle. Des soldats américains tentèrent de s'interposer, mais il les écarta d'un geste simple et se posta devant elle. La promesse. Ce simple mot, prononcé d'une voix basse, fit taire tout le bruit ambiant. Tous les regards convergèrent à nouveau sur eux. C'était l'heure des comptes. Le moment de payer le prix du pari. La capitaine Reed releva lentement la tête. Ses yeux bleus brûlaient de rage et d'humiliation. Mais elle était une soldate. Elle savait qu'elle devait assumer ses paroles. « Je sais, une promesse est une promesse. » Sa réponse provoqua un murmure d'indignation parmi les Américains. « Capitaine, n'y allez pas. Vous n'avez pas à tenir une promesse faite à ce type. C'était un jeu truqué. Il a dû tricher. » Mais la capitaine Reed les fit taire d'un geste de la main. « Silence. J'ai perdu, c'est tout. Et dans l'armée américaine, nous tenons nos promesses. » Elle dévisagea à nouveau Étienne. « Qu'est-ce que tu veux, cette fameuse nuit ?» Sa voix était chargée de mépris et de résignation. Elle était persuadée qu'Étienne allait faire d'elle son jouet d'une nuit, l'humilier, la briser. C'était la vengeance la plus cruelle qu'un vainqueur puisse infliger à un vaincu. Étienne la contempla en silence pendant un long moment. Son regard profond semblait sonder son âme. Il lisait en elle ses pensées, ses peurs, sa fierté, tout. Finalement, il parla. Sa voix était étonnamment calme et posée. « Ce soir, 22 heures, le vieil entrepôt à l'est du camp. Venez seul, sans armes et sans moyens de communication. Juste vous. » Sa requête était précise et autoritaire. Le lieu, l'heure, les conditions. Les Américains protestèrent de nouveau avec véhémence, mais la capitaine Reed, comme si elle avait déjà tout abandonné, hocha simplement la tête. « Entendu. » Décise de Manslavet, cette unique réponse contenait une foule d'émotions, le dernier vestige de fierté d'une militaire qui tient parole et la peur face à l'inconnu qui l'attendait. La conversation était terminée. Sans un mot de plus, Étienne tourna les talons et se dirigea vers ses quartiers. Les regards qui le suivaient étaient divers. Ses camarades français semblaient perplexes, ne comprenant pas ses intentions. Les soldats américains étaient partagés entre la colère et une pointe d'inquiétude. Cette nuit-là, un silence pesant s'abattit sur le camp. Dans sa chambre, la capitaine Reed retira son uniforme et enfila des vêtements civils. Son reflet dans le miroir lui parut étranger. Ses yeux bleus, d'habitude si assurés, vacillaient d'anxiété et ses lèvres serrées étaient blêmes. Elle glissa un petit couteau de combat dans sa ceinture. Un dernier recours, pour une résistance minimale. Que va-t-il me faire ? User de la violence ? Ou pire encore ? Des pensées terrifiantes qu'elle ne voulait même pas imaginer tourbillonnaient dans son esprit. Mais elle devait y aller. C'était elle qui avait provoqué cette situation. Le prix de son arrogance était bien plus lourd qu'elle ne l'avait cru. Alors que 22 heures approchaient, elle quitta discrètement ses quartiers et se dirigea vers l'entrepôt. Dans l'obscurité totale, sans même le clair de lune, la silhouette du bâtiment se découpait de manière sinistre. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer une faible lueur. La capitaine Reed prit une profonde inspiration, se préparant au pire, et pénétra à l'intérieur. La nuit la plus longue et la plus humiliante de sa vie était sur le point de commencer. En poussant la vieille porte qui grinçait, elle découvrit un intérieur étonnamment propre et rangé. Au centre, une petite lanterne de camping posée au sol illuminait l'espace. À côté, sur une vieille caisse en bois servant de table, étaient disposées 2 rations de combat et une gourde. Étienne Martel l'attendait, adossé contre un mur, les bras croisés. La capitaine Reed resta sur ses gardes, scrutant les environs. Personne de caché, rien de suspect, mais l'entrepôt était vide, ils étaient seuls. Tout en vérifiant du bout des doigts la présence du couteau à sa ceinture, elle s'avança lentement. « Vous êtes venu.
dit Étienne d'une voix basse et calme. La lumière de la lanterne projetait des ombres profondes sur son visage, lui donnant un air plus intense et dangereux que d'habitude. « Tu m'as convoqué », répondit la capitaine Reed, s'efforçant de paraître détachée. Mais son cœur battait à tout rompre. Qu'allait-il se passer? Quelle était sa requête? Étienne se détacha du mur et s'approcha d'elle. La capitaine Reed recula instinctivement, sa main se crispant sur son couteau. À ce geste, Étienne s'arrêta. 3 pas les séparaient. La tension était à son comble. « N'ayez pas peur, dit-il, je ne vous ferai aucun mal. » Ces mots, loin de la rassurer, la rendirent encore plus méfiante. Le loup se montre toujours doux avant de dévorer l'agneau. « Alors, qu'est-ce que tu veux? C'était un pari. J'ai perdu. C'est au tour du vainqueur de réclamer son dû, n'est-ce pas ?» lança-t-elle sur un ton délibérément provocateur, un dernier rempart pour masquer sa peur. Elle préférait en finir le plus vite possible. Étienne désigna la caisse en bois. « Asseyez-vous, d'abord. Vous devez avoir faim. » Il prit l'une des rations de combat et la posa devant elle. C'était un bœuf bourguignon, encore fumant. La capitaine Reed était sidérée. Elle s'était attendue à de la violence, à une agression sexuelle, mais certainement pas à un dîner. Qu'est-ce que ça signifie? Un dîner, rien de plus. Tu te moques de moi? Non, j'avais simplement faim. Avec un naturel déconcertant, Étienne ouvrit sa propre ration et commença à manger comme s'il était réellement affamé. La capitaine Reed était complètement perdue. Elle ne comprenait absolument pas les intentions de cet homme. La faire venir dans un entrepôt isolé pour partager une ration de combat, était-ce là sa vengeance? Après l'avoir observé manger pendant un moment, elle relâcha enfin sa garde et s'assit timidement en face de lui. Son estomac gargouilla. Avec la tension de la journée, elle n'avait rien avalé. Elle hésita, puis saisit la fourchette. La chaleur du plat qui entrait dans sa bouche sembla détendre un peu son corps et son esprit glacé. Ils mangèrent en silence, un silence gêné, où seul le cliquetis des couverts et le chant des grillons dehors rompaient la quiétude. Quand ils eurent terminé, ce fut Étienne qui parla le premier. « Pourquoi avoir proposé un pari pareil ?» La question la prit par surprise. Elle hésita un instant. « Parce que j'ai eu l'impression que vous nous ignoriez, et ton attitude arrogante m'a déplu, » répondit-elle honnêtement, « mais ce n'était pas tout. Et je voulais prouver quelque chose. »« Meste et zur prouver quoi ? Que je ne suis pas inférieure aux hommes, que je suis légitime pour commander cette unité. » Une pointe d'amertume perçait dans sa voix. Survivre en tant que femme officier dans les forces spéciales américaines n'était pas chose aisée. Elle devait constamment travailler 2 fois, 3 fois plus dur que les autres pour prouver sa valeur. La moindre erreur lui était interdite. Cette pression l'avait rendue plus orgueilleuse, plus agressive. Son mépris pour les soldats français n'était être qu'un mécanisme de défense pour cacher ses propres insécurités. Étienne l'écouta en silence. Son regard n'était plus froid. Il y avait même une lueur de profonde compréhension. « Je comprends. » Ce simple mot ébranla la capitaine Reed. Personne ne l'avait jamais comprise. Sa souffrance, ses efforts, et c'était un soldat étranger qui lui disait la comprendre. « Et toi, pourquoi as-tu accepté un pari aussi dangereux, une nuit? À quoi pensais-tu » C'était à son tour de poser des questions. Elle voulait connaître ses véritables intentions. Étienne ouvrit sa gourde et but une gorgée d'eau. Fixant la flamme de la lanterne, il répondit calmement. « Quand vous nous avez ignorés, c'est pas moi personnellement qui me suis senti insulté, mais mes camarades et mon pays. Alors je voulais vous apprendre quelque chose. » Quoi donc? Que les apparences sont trompeuses, qu'on ne peut pas juger un homme sur la base de quelques dossiers, et que les soldats français ne sont pas des adversaires à prendre à la légère. Sa voix était calme, mais empreinte d'une fierté intense. Il ne s'était pas battu pour une vengeance personnelle, mais pour l'honneur de son unité et de sa nation. La capitaine Reed resta sans voix. Elle réalisait à quel point elle avait été stupide et arrogante. Elle n'avait pas seulement sous-estimé Étienne Martel, mais l'ensemble des forces spéciales françaises. « Quant à la promesse d'une nuit, » continua Étienne, « mon intention n'était pas de vous humilier. J'avais simplement besoin d'un moment comme celui-ci, seul, sans grade, sans nationalité, pour parler d'humain à humain. » Ces paroles furent un choc. La capitaine Reed sentit tous les scénarios horribles qu'elle avait imaginés s'effondrer en un instant. Il ne la voyait pas comme un objet à conquérir, il voulait simplement dialoguer. Le silence retomba sur l'entrepôt. Mais ce n'était plus le silence gêné, étendu d'avant, c'était un silence calme, paisible, entre 2 personnes qui commençaient à se comprendre. La capitaine Reed n'avait plus peur d'Étienne.
Au contraire, il l'intriguait. Quelle histoire, quelle blessure se cachait derrière ce visage impassible? C'est alors qu'un bruit léger se fit entendre à l'extérieur. D'abord, elle crut que c'était le vent, mais le son se précisa, des pas multiples, des branches qui craquent. Le visage d'Étienne se durcit instantanément. Il se leva d'un bond et lui fit signe de se taire. Ne bougez pas. L'atmosphère paisible avait disparu, remplacée par une aura de prédateur sauvage qui émanait de lui. La capitaine Reed, par instinct, se baissa et dégaina son couteau. Il était évident que des visiteurs indésirables s'étaient invités sur ce terrain d'entraînement supposé sécurisé et leurs intentions n'avaient rien d'amical. La nuit du pari venait de prendre un tournant totalement inattendu. « Combien sont-ils » murmura la capitaine Reed. Sa voix était fine et tremblante de tension, mais son regard était déjà celui d'une soldate en mode combat. Étienne observait l'extérieur à travers une fente dans le vieux mur de planches. Ses yeux, habitués à l'obscurité, lisaient le paysage nocturne avec une précision redoutable. Au moins 8. Tous armés de fusils automatiques avec silencieux. Leurs mouvements sont professionnels. Des types entraînés. Cette réponse glaça le sang de la capitaine Reed. Des intrus armés sur un terrain d'exercice conjoint, c'était impensable. Le périmètre était censé être sous la haute surveillance des deux armées. Aucune chance que ce soit des alliés. Leurs mouvements ne sont pas ceux d'une patrouille, mais d'une équipe de recherche et d'encerclement. C'est nous qu'ils cherchent. Le jugement d'Étienne était calme et rapide. Il envisageait déjà le pire scénario. Mais comment connaissent-ils cet endroit, cet entrepôt? La capitaine Reed n'acheva pas sa phrase. Cet entrepôt était le lieu de leur rendez-vous secret, connu d'eux seuls. Cela signifiait soit une fuite d'informations, soit que leur rencontre était un piège depuis le début. On réfléchira à ça plus tard, pour l'instant il faut sortir d'ici. Étienne éteignit la lanterne. L'entrepôt fut plongé dans une obscurité totale. Dans le noir, guidés seulement par le son de leur respiration haletante, ils écoutèrent. Les pas dehors se rapprochaient. Ils encerclaient complètement le bâtiment. « On n'a pas d'armes », constata la capitaine Reed avec désespoir. Elle n'avait qu'un couteau de la taille de sa paume. Étienne non plus n'était pas armé. Affronter 8 hommes équipés de fusils d'assaut à main nue était suicidaire. Sans répondre, Étienne se déplaça silencieusement dans le noir, cherchant quelque chose. Ses mains se refermèrent sur une barre de fer lourde, abandonnée dans un coin. Il l'attendit à la capitaine Reed. Ce sera mieux qu'un couteau. Pour lui-même, il ramassa une poutre en bois, plus courte mais solide. « Tu as une idée ?» demanda-t-elle. Même dans cette situation désespérée, Étienne était d'un calme déconcertant, ce qui paradoxalement la rassurait un peu. Une attaque frontale est impossible. Ils savent qu'on est dedans. À la seconde où on ouvrira la porte, on se fera arroser. Étienne analysa rapidement la structure de l'entrepôt. Vieux et délabré, mais entièrement clos. Pas d'issue. Une seule entrée. Ils étaient pris au piège. Le mur du fond. C'est notre seule chance, murmura-t-il en désignant l'arrière du bâtiment. C'était un mur fragile, sommairement renforcé par des planches. À mon signal, on défonce ce mur et on court. N'hésite pas une seconde ou tu es morte. Cours vers la forêt. Il faut prévenir le camp, à tout prix. Et toi, je vais attirer leur attention. Il faut gagner du temps. Cela revenait à se sacrifier. La capitaine Reed secoua la tête. Non, on se bat ensemble. Quitte à mourir ensemble, je n'abandonne pas un camarade. Mincissèrent. Quelques heures plus tôt, ils se haïssaient au point de vouloir s'humilier l'un l'autre. Mais maintenant, elle l'appelait camarade. Face à la mort, la nationalité, le grade, le sexe n'avaient plus d'importance. Seules restaient leurs conditions communes de soldats. Étienne sembla sourire dans le noir. Je n'ai pas l'intention de mourir. Je suis des forces spéciales. J'ai l'habitude de ce genre de situation. Pour ces on parle, sa voix n'était pas celle d'un vantard, mais celle d'un homme qui a une confiance absolue en ses capacités. La capitaine Reed ne trouva plus rien à redire. Dehors, les mouvements cessèrent. Le calme avant la tempête. L'assaut était imminent. « Prépare-toi », dit Étienne à voix basse. La capitaine Reed resserra sa prise sur la barre de fer. Le cœur battant à lui sortir de la poitrine, elle attendit son signal. À cet instant, la porte de l'entrepôt vola en éclats sous un grand boom. Simultanément, une grenade aveuglante fut lancée à l'intérieur. Maintenant,
Le cri d'Étienne fut plus rapide que l'explosion. Il poussa violemment la capitaine Reed dans le dos, se jetant avec elle contre le mur du fond. Elle ferma instinctivement les yeux et se boucha les oreilles. Le monde devint blanc et un son strident lui déchira les tympans. Ah! Les assaillants qui venaient d'entrer furent frappés de plein fouet par la grenade et hurlèrent de douleur. Pendant que leurs agresseurs, temporairement aveugles et sourds, se débattaient, Étienne défonça d'un coup de pied puissant le vieux mur. Avec un bruit de bois pourri qui se brise, une ouverture apparut. Cours! Étienne attrapa le bras de la capitaine Reed et la tira à l'extérieur. La forêt noire les accueillit. Derrière eux, des jurons et des coups de feu éclatèrent. Tac, 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 tac! Les balles sifflèrent, arrachant des éclats d'écorce aux arbres tout près d'eux. Une course désespérée pour la survie venait de commencer. Dans l'obscurité, contre un ennemi inconnu, un nouveau champ de bataille venait de s'ouvrir pour eux deux. Le duel de parachutisme n'avait été qu'un jeu d'ego. Ceci était la guerre. Le prix de la défaite n'était plus l'humiliation, mais la mort. Et dans cette crise absolue, ils étaient devenus l'un pour l'autre la seule personne sur qui compter. La forêt était plongée dans une obscurité d'encre. Le clair de lune, filtré par l'épais feuillage, n'offrait aucune lumière. La capitaine Reed était à bout de souffle mais ne pouvait s'arrêter. Derrière eux, le bruit des branches brisées par leurs poursuivants se faisait entendre, obstiné, et les coups de feu sporadiques lui glaçaient le sang. Par ici, Étienne, qui courait devant, l'attrapa par le bras et la tira derrière un énorme rocher. Reprenant leur souffle, ils évaluèrent la situation. Les faisceaux des lampes torches de leurs ennemis balayaient la forêt frénétiquement. Ils étaient bien plus organisés et rapides qu'ils ne l'avaient pensé. « Mais qui sont-ils ? Des agents nord-coréens, des terroristes ?» demanda la capitaine Reed en essayant de calmer sa respiration. « Je ne sais pas, mais une chose est sûre, ils sont là pour nous tuer, pas pour nous capturer. Ce sont des balles réelles. » Étienne observait les mouvements des poursuivants à travers une fissure du rocher. Ils progressaient par équipe de 2, resserrant leur périmètre de recherche. Une tactique classique de ratissage des forces spéciales. À ce rythme, ils vont nous rattraper. Il faut régler ça ici et maintenant. À main nue, ils ont des fusils d'assaut. C'est justement pour ça qu'il faut les combattre, d'une manière qu'ils n'anticiperont pas. Étienne scanna rapidement les environs. Ses yeux n'analysaient pas un paysage, mais un champ de bataille. La position des arbres, l'inclinaison du sol. Chaque pierre à leurs pieds pouvait devenir une arme. Je vais les attirer. Toi, cache-toi derrière ce chêne abattu. Quand je donnerai le signal attaque le plus proche par derrière, vise la tête, un seul coup pour le neutraliser. Mais pas le temps. Suis mes ordres si tu veux vivre. La voix d'Étienne avait une autorité à laquelle on ne pouvait désobéir. Ce n'était pas un simple ordre, mais l'expression d'un instinct de survie né d'innombrables expériences au combat. La capitaine Reed hésita une fraction de seconde, puis serra sa barre de fer et hocha la tête. Elle n'avait d'autre choix que de lui faire confiance. Étienne lui tapota l'épaule, puis quitta l'abri du rocher sans un bruit. Il se fondit dans la forêt, comme s'il faisait partie de l'obscurité. La capitaine Reed, retenant son souffle, se dissimula derrière le tronc. Son cœur menaçait d'exploser, mais elle concentra tous ses sens, attendant le signal. Quelques instants plus tard, un bruit de branches agitées se fit entendre du côté opposé de leur cachette. Les lampes torches des poursuivants se tournèrent toutes dans cette direction. La basse cherchait. En les voyant converger vers le bruit, elle comprit que c'était le plan d'Étienne. La véritable chasse allait commencer. Soudain, une forme surgit de l'ombre derrière la capitaine Reed. C'était Étienne. Il avait réussi à contourner leurs poursuivants et s'était approché sans un bruit du dernier homme de la formation de recherche. Faf! La poutre en bois qu'il tenait siffla dans l'air et frappa violemment l'arrière du crâne de l'ennemi. Avec un grognement étouffé, l'homme s'effondra silencieusement. Étienne soutint son corps avant qu'il ne touche le sol et lui arracha son fusil. Tout s'était passé en moins d'une seconde. Maintenant, et des débines confake. Au signal d'Étienne, la capitaine Reed bondit. Sa cible était le coéquipier du premier homme qui se retournait, surpris. Avant qu'il n'ait pu épauler son arme, la barre de fer de la capitaine s'abattit sur sa tempe. Un bruit sourd et l'homme s'écroula sur le côté. Ils avaient neutralisé 2 hommes en un clin d'œil, mais la situation était loin d'être réglée. Ils sont là, par ici. Les autres ennemis tournèrent leurs armes vers eux et ouvrirent le feu. Tac, tac, tac. Étienne attrapa la capitaine Reed et la tira de nouveau derrière un arbre. Il vérifia le chargeur du fusil qu'il venait de récupérer. Heureusement, il était presque plein.
Maintenant, on peut se battre, dit Étienne avec un léger sourire. L'homme à main nue et l'homme armé étaient deux personnes totalement différentes. Son regard était désormais celui du prédateur alpha face à sa proie. Il tendit à la capitaine Reed le pistolet qu'il avait pris sur le premier homme. « Couvre-moi, je m'occupe du reste. » Sans attendre de réponse, Étienne sortit de sa cachette et fit feu. Pan, pan. Ces tirs étaient d'une précision diabolique. Dans l'obscurité, il visait l'emplacement exact d'où provenaient les faisceaux des lampes torches, lâchant de courtes rafales. Chaque fois que son fusil crachait du feu, un cri résonnait dans la forêt. La capitaine Reed le couvrait avec le fusil qu'elle avait pris à son tour. Elle aussi était une soldate d'élite de l'armée américaine. Leur coordination était quasi parfaite. Comme une équipe qui s'entraînait ensemble depuis des années, ils anticipaient les mouvements de l'autre, comblant les angles morts. Pendant qu'Étienne neutralisait les ennemis de front, la capitaine Reed s'occupait de ceux qui tentaient de les prendre à revers. Ceux qui, quelques heures plus tôt, se voyaient comme des ennemis protégeaient maintenant la vie de l'autre, devenus les partenaires les plus fiables. Après plusieurs minutes d'un échange de tirs intense, le silence retomba sur la forêt. L'odeur de la poudre et du sang se mêlait à l'air humide de la nuit. Étienne, sans relâcher sa garde, s'approcha des ennemis abattus pour s'assurer qu'ils étaient bien hors de combat. La capitaine Reed, les mains tremblantes, changeait de chargeur tout en scrutant les environs. « C'est fini ? » ?»« Non, ce n'est que le début. » Étienne examina l'uniforme d'un des hommes. Un treillis noir, sans aucun insigne. Un groupe non identifié, sans nationalité ni affiliation visible. Ils opèrent en plusieurs équipes. Le bruit de la fusillade va attirer les autres. Il faut partir d'ici et vite. Étienne récupéra munitions, grenades et un appareil de communication sur les corps. Il tenta de manipuler la radio ennemie, mais ils utilisaient une fréquence cryptée, impossible à déchiffrer. Merde. C'est alors que la capitaine Reed découvrit quelque chose et l'appela. « Regarde ça !» Elle montrait un tatouage sur le bras de l'un des morts, un soleil noir avec une épée plantée en son centre, un symbole sinistre et menaçant. « Ça te dit quelque chose ?» Étienne secoua la tête, mais son visage s'était durci. Un groupe armé, entraîné et non identifié, capable de s'infiltrer sans encombre dans une base militaire en plein exercice conjoint. C'était pas une simple attaque. Il sentit instinctivement qu'une organisation bien plus vaste se cachait derrière tout ça. Partons, rester ici est trop dangereux. Ils disparurent de nouveau dans les ténèbres. Ils étaient plus des proies en fuite. Armés, ils étaient devenus des chasseurs, prêts à contre-attaquer. Mais l'identité de leur gibier restait encore un mystère. Et cette longue nuit était loin d'être terminée. La traque haletante dans la forêt se poursuivit jusqu'à l'aube. Étienne et la capitaine Reed, évitant les patrouilles ennemies, avaient été acculés dans un ravin profond à la lisière du terrain d'entraînement. Plusieurs autres escarmouches avaient eu lieu pendant la nuit et à chaque fois, leur coordination remarquable leur avait permis de survivre. Le nombre de leurs adversaires diminuait, mais le filet se resserrait. Ça ne va pas. Les communications sont complètement brouillées. Impossible de prévenir le camp, dit la capitaine Reed en posant la radio ennemie qu'elle avait tenté de faire fonctionner. Leurs ennemis changeaient constamment de fréquence, maintenant un réseau de communication fermé. Étienne, tout en examinant les égratignures qu'il avait subies pendant les combats, observait la topographie. Le ravin offrait un bon abri, mais c'était aussi un piège qui pouvait facilement les isoler. Quel est leur objectif ? Si c'était juste nous deux, l'opération est beaucoup trop grosse. On dirait qu'ils essaient de prendre le contrôle de tout le terrain d'exercice. Le raisonnement d'Étienne était glacial. Il avait d'abord pensé à une vendetta personnelle, mais l'échelle et l'organisation de l'ennemi suggéraient bien plus. Il ne viserait quand même pas l'exercice lui-même. Le visage de la capitaine Reed devint livide. Cet exercice conjoint n'était pas un simple entraînement. C'était une occasion cruciale pour tester et partager les derniers équipements militaires et données tactiques des deux pays. Si ces données tombaient entre de mauvaises mains, la menace pour la sécurité des deux nations serait incalculable. Ce tatouage, et si c'était des mercenaires ? La capitaine Reed repensa au Soleil Noir, une force paramilitaire sans nationalité, agissant pour le compte d'un commanditaire fortuné. Des mercenaires. C'est une possibilité, ce qui voudrait dire que quelqu'un les a engagés. Des milliers de scénarios se bousculaient dans leur tête. Une nation ennemie, un traître au sein de l'armée. Dans tous les cas, la situation était critique. À cet instant, le bruit d'un hélicoptère se fit entendre en amont du ravin. Ils se cachèrent instinctivement. Ils espérèrent que ce soit un appareil allié, mais cet espoir fut de courte durée.
L'hélicoptère était un modèle civil, entièrement noir, sans aucun marquage. C'était le leur. L'appareil se stabilisa au-dessus du ravin et descendit plusieurs hommes et du matériel par une corde. Merde, des renforts. Maintenant, même le ciel nous est fermé. Mais le regard d'Étienne était fixé sur l'équipement qui était déchargé. Ce n'était pas de simple ravitaillement. Il y avait un brouilleur d'ondes de haute performance et ce qui ressemblait à un serveur mobile. « J'ai compris leur but », dit Étienne d'une voix sourde. « Ils ne veulent pas seulement voler les données. Ils veulent hacker tout le système de l'exercice pour mélanger le vrai et le faux. » Comment ça ? Modifier les données pour que des unités alliées soient désignées comme ennemis virtuels, manipuler les scénarios pour que des alliés s'attaquent entre eux. Dans le pire des cas, ils pourraient prendre le contrôle des systèmes d'armes les plus modernes utilisés dans l'exercice. Leur but est de transformer le terrain d'entraînement en un immense champ de chaos et d'autodestruction. L'explication d'Étienne fit froid dans le dos à la capitaine Reed, c'était le pire scénario imaginable. Si leur plan réussissait, l'exercice conjoint se terminerait en une tragédie où des alliés s'entretueraient et les deux armées subiraient des pertes irréparables. « Il faut les arrêter, par tous les moyens », dit-elle, les yeux brillants de détermination. « On doit détruire cet équipement. Sans ça, leur plan sera compromis. » Étienne observa la disposition des ennemis. Avec les renforts, ils étaient maintenant plus de 20. Ils installaient leur matériel sur un plateau surplombant le ravin, avec une garde rapprochée. Une attaque frontale était impossible. Il y a un moyen. Étienne désigna la paroi du ravin. Là-haut, il y a une petite cascade. C'est là que l'eau du plateau s'écoule. Et juste au-dessus, il y a un énorme rocher en équilibre précaire depuis les dernières pluies. La capitaine Reed comprit immédiatement son intention. « Tu veux provoquer un glissement de terrain ?» Plutôt une crue éclair. Si on fait céder le barrage de terre et de pierre qui retient l'eau au-dessus de la cascade, toute l'eau accumulée dévalera la pente en emportant le rocher. Ça devrait balayer leur équipement. Le plan était audacieux et extrêmement dangereux. Mais dans leur situation, c'était le seul envisageable. Le problème, c'est comment y arriver. Ils surveillent les alentours. C'est là que nous avons chacun un rôle à jouer. Étienne regarda la capitaine Reed. Tu vas attirer leur attention. Déclenche une fusillade en bas du ravin. Fais le plus de bruit possible. Pendant que leur force principale se concentre sur toi, j'escaladerai la paroi jusqu'en haut de la cascade. Seul, c'est trop dangereux. Su, prosi, par sans faire essai, les chances de succès sont plus grandes que si on y va à deux. Avec tes compétences, tu peux tenir 10 minutes seul sans problème. Les mots d'Étienne témoignaient d'une confiance totale en ses capacités à elle. Il y a peu, ils se méprisaient, mais après une nuit à combattre pour leur vie, ils étaient devenus des frères d'armes qui se faisaient une confiance absolue. La capitaine Reed n'objecta plus. Elle hocha la tête, le visage grave. « 10 minutes, je leur en donnerai 15. Mais en échange, tu réussis. C'est un ordre. » Reçu, Étienne vérifia ses munitions restantes. Ils échangèrent un regard. C'était la mission la plus importante et la plus dangereuse de leur vie. L'échec signifiait la mort et la ruine de l'exercice. « Bonne chance, Martel. À vous aussi, capitaine. » Après cet adieu laconique, ils se séparèrent, chacun se dirigeant vers son poste de combat. La capitaine Reed vers le bas du ravin, Étienne vers la falaise abrupte. La dernière contre-attaque, dont dépendait le sort des deux nations, allait commencer. Lorsque les coups de feu de la capitaine Reed retentirent en bas du ravin, tous les regards ennemis sur le plateau se tournèrent dans sa direction. Intrus repéré, secteur G, Alpha et Bravo, mouvement immédiat sur secteur G, neutraliser la cible. Un ordre crépita à la radio et plus de la moitié des effectifs ennemis se précipitèrent vers la position de la capitaine. Le plan fonctionnait. Tandis que le gros des troupes était attiré vers le bas, Étienne commença son ascension. La falaise était une paroi rocheuse presque verticale. Humide et couverte de mousse, elle était glissante, sans prise facile. L'escalader sans équipement semblait impossible, mais Étienne n'hésita pas. Au sein du COS, il avait subi d'innombrables entraînements d'escalade qui repoussaient les limites humaines. Pour lui, cette falaise n'était qu'un obstacle de plus à surmonter. À main nue, il agrippa les fissures de la roche, calant la pointe de ses bottes sur de minuscules aspérités et grimpa petit à petit. Ses mouvements étaient silencieux et rapides, comme ceux d'un reptile collé à la paroi. Ses muscles hurlaient, le bout de ses doigts était lacéré par la roche acérée, mais il n'avait pas le temps de sentir la douleur, entièrement concentré sur son objectif, le sommet. En bas, la fusillade faisait rage.
La capitaine Reed se déplaçait d'abri en abri, tenant tête seule à une douzaine d'ennemis. Ses tirs étaient précis et méthodiques. Son but n'était pas de les tuer, mais de gagner un maximum de temps, de révéler constamment sa position pour focaliser leur attention sur elle. Grâce à sa maîtrise du combat, Étienne put grimper jusqu'à mi-hauteur de la falaise sans être repéré. Mais le danger vint d'où il ne l'attendait pas. Au sommet, près de son objectif, 2 sentinelles étaient restées en poste. C'était la dernière ligne de défense protégeant l'équipement. Merde, il faut que je les neutralise pour exécuter le plan. Étienne fit une pause, évaluant la situation. Les sentinelles étaient distraites par la fusillade en bas, mais jetaient des regards circulaires de temps à autre. Les affronter de face avec un fusil était suicidaire. Étienne déposa délicatement son arme, puis il sortit quelque chose de sa ceinture, un couteau de combat pris à un ennemi. Il le serra entre ses dents et reprit son ascension. Cette fois, avec une prudence et une lenteur extrêmes. Chaque mouvement était un risque. Un pied qui glisse, le moindre bruit, et il se ferait cribler de balles. Enfin, il atteignit le sommet, juste en dessous des pieds des gardes. Rassemblant ses dernières forces, il lâcha une de ses prises, saisit le couteau qu'il tenait dans sa bouche et, utilisant tout l'élan de son corps, bondit comme un ressort. L'une des sentinelles aperçut l'ombre noire qui surgissait de la falaise et ouvrit la bouche pour crier. Mais avant qu'un son ne puisse sortir, la lame d'Étienne s'enfonça profondément dans sa gorge. Il s'effondra avec un gargouillement. Qu'est-ce que était des... L'autre garde, se retournant au bruit, se figea de stupeur en voyant Étienne. Il n'eut pas le temps de réagir. Étienne ramassa le fusil du premier homme et tira une balle en plein cœur du second. Psst, le son caractéristique du silencieux, et le deuxième garde s'écroula. Tout s'était déroulé en un clin d'œil. Étienne vérifia rapidement qu'il n'y avait plus personne, puis laissa échapper une respiration haletante. Le champ était libre. Il courut vers le sommet de la cascade pour exécuter la phase finale de son plan. Comme il l'avait prévu, une grande quantité d'eau était retenue par un amoncellement de terre et de rochers en équilibre précaire. La trace des dernières pluies. Étienne commença à frapper le point le plus fragile du barrage avec la crosse de son fusil. Des fissures commencèrent à apparaître. En bas, la capitaine Reed tenait bon, mais les tirs se faisaient de plus en plus sporadiques. Elle était à court de munitions. Il n'y avait plus de temps à perdre. Étienne rassembla ses dernières forces et donna un coup de pied violent au centre des fissures. Groom, le barrage céda enfin. Simultanément, la masse d'eau accumulée ainsi que l'énorme rocher qu'elle entraînait dévalèrent la pente avec une force inouïe. C'est quoi ça? Un glissement de terrain. Fuyez. Ézapossèrent puis les coques. Les ennemis qui installaient l'équipement sur le plateau hurlèrent de terreur, mais le torrent de boue, d'eau et de roches les balaya comme de vulgaires fœtus de paille. Leur matériel électronique de pointe fut pulvérisé et les soldats furent emportés par la puissance brute de la nature. Un grondement terrible secoua tout le ravin et le plan diabolique de l'ennemi fut réduit à néant. Du haut de la falaise, Étienne observa la scène. Une fois le succès de sa mission confirmé, il se prépara à redescendre pour aider la capitaine Reed. Mais au moment où il se retourna, le canon froid d'une arme se pressa contre sa nuque. « Ne bouge pas !» C'était pas un ennemi survivant. C'était une voix bien trop familière. Étienne se retourna lentement. Son regard croisa un visage qu'il n'aurait jamais cru voir. Mon adjudant-chef. Devant lui se tenait l'adjudant-chef Didier Lefebvre, son supérieur direct pour cet exercice. Il tenait un pistolet pointé droit sur le cœur d'Étienne. Et sur son visage flottait le sourire glacial d'un traître. « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» La voix d'Étienne était rauque de stupeur. L'adjudant-chef Lefebvre. C'était le sous-officier qu'il avait guidé depuis son arrivée au régiment, celui en qui il avait le plus confiance, qu'il respectait le plus. Ils avaient mené d'innombrables opérations ensemble, frôlé la mort côte à côte. Un frère d'armes, un lien plus fort que celui de la famille. Et maintenant, il pointait une arme sur lui. « Silence, Martel, tout se passait comme prévu et tu as tout fichu en l'air. » La voix de Lefebvre était un mélange de déception et d'irritation, comme celle d'un enfant dont on vient de casser le jouet préféré. « Un plan? Mais ce sont des ennemis, ils attaquaient le camp, ils essayaient de nous tuer. »« Ennemis? Non. Ce sont mes partenaires commerciaux et des employeurs très généreux. » Lefebvre lâcha ces mots avec un naturel effrayant, aucune trace de culpabilité ou de conflit dans ses yeux, seulement la lueur froide de la cupidité. « Pour de l'argent. Vous avez trahi vos camarades, vendu votre pays
pour de l'argent. Les poings d'Étienne tremblaient de rage. Il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Le pays, la patrie. Des grands mots pour ceux qui ont le ventre plein. Fais 20 ans dans l'armée et tu verras ce qu'il te reste. Une pension de misère et des cicatrices. Je ne fais que prendre ma part. Lefebvre désigna le bas du ravin d'un mouvement de Menton. La capitaine Reed se battait toujours contre les derniers ennemis, mais ils étaient trop nombreux. Elle était sur le point d'être submergée. L'américaine est tenace. Tenir aussi longtemps seule. Mais c'est fini. Toi, tu vas mourir ici. Elle va mourir là-bas. Et tout ça sera mis sur le compte de terroristes non identifiés. Un plan parfait. Le voile se levait sur la trahison. Lefebvre avait utilisé ses accès pour faire entrer les mercenaires sur le terrain. C'était lui qui les avait attirés dans l'entrepôt, un piège pour les éliminer et leur faire porter le chapeau. Le pari n'avait été qu'un prétexte providentiel. Pourquoi moi ? Pourquoi m'avoir impliqué ? Parce que tu es trop doué, Martel. Tes compétences étaient le plus grand risque pour mon plan. Tu étais la première cible à éliminer. Mais ce pari que tu as fait avec l'américaine, ça a grandement facilité les choses. Le canon du pistolet de Lefebvre toucha le front d'Étienne. Le contact froid du métal semblait se propager jusqu'à son cerveau. Un dernier mot pour mon ancien protégé. Je t'accorde bien ça. Étienne ferma les yeux. Un millier de pensées se bousculèrent dans son esprit. Les visages de ses camarades, le ciel de son pays et la silhouette de la capitaine Reed qui se battait en bas. Il ne pouvait pas mourir comme ça. Quand il rouvrit les yeux, il n'y avait plus ni désespoir ni colère dans son regard, seulement un calme terrifiant, au-delà de toute émotion. Une question, mon adjudant-chef. Vous disiez toujours un soldat meurt, mais son honneur reste. Cet honneur, valait-il la peine d'être échangé contre de l'argent ? À cette question, le visage de Lefebvre se crispa. C'était une phrase qu'il répétait souvent avant de sombrer. Étienne avait touché la dernière parcelle de conscience qui pouvait subsister en lui. Cette infime hésitation de Lefebvre, Étienne ne la manqua pas. Zap! Son corps bougea avec la vitesse de l'éclair. Il tordit le poignet de Lefebvre qui tenait l'arme et plongea au corps à corps. C'était le 4, le combat corps à corps de l'armée de terre maîtrisé à la perfection. Greur, surpris, Lefebvre perdit l'équilibre. Mais il était lui aussi un soldat aguerri. Ignorant la douleur, il repoussa Étienne pour reprendre de la distance. Un combat brutal s'engagea sur l'étroite corniche. L'un pour reprendre l'arme, l'autre pour la garder. Les deux anciens frères d'armes utilisaient toutes leurs techniques pour tenter de tuer l'autre. Les coups pleuvaient, un bruit mat d'os et de chair qui s'entrechoquent. Lefebvre avait l'expérience, mais Étienne avait la jeunesse et la rage. Dans la lutte, leurs corps enlacés basculèrent et commencèrent à dévaler la pente de la falaise. Leurs corps furent lacérés par les branches et heurtèrent les rochers. Quand ils reprirent connaissance, ils étaient au milieu d'un petit bosquet à mi-falaise. Le pistolet que Lefebvre avait lâché était tombé entre eux. Presque simultanément, ils se jetèrent sur l'arme, mais Lefebvre fut une fraction de seconde plus rapide. Au moment où il saisissait le pistolet, Étienne lui attrapa la cheville. « Lâche-moi !» Lefebvre tenta de se dégager, mais Étienne s'accrochait désespérément. C'est alors qu'un cri de la capitaine Reed se fit entendre d'en bas. « Étienne !» Elle était finalement encerclée sur le point de se rendre. En entendant son cri, l'angoisse saisit Étienne. Profitant de cette distraction, Lefebvre sortit son couteau de sa ceinture et, sans pitié, le planta dans le bras d'Étienne qui le tenait. Argue! Sous la douleur fulgurante, la prise d'Étienne se relâcha. Lefebvre le repoussa d'un coup de pied, se releva et pointa de nouveau l'arme sur lui. C'est la fin, Martel. Au moment où Lefebvre allait presser la détente, un coup de feu retentit. Panne! Mais la balle n'atteignit pas Étienne. Elle frappa l'épaule de Lefebvre. Gouah! Lefebvre hurla de douleur et lâcha son arme. Se retournant, il vit, stupéfait, la capitaine Reed qui tenait un pistolet pris à l'un de ses agresseurs, le visant. Son visage était couvert de terre, mais son regard brillait d'une lueur de détermination. C'était le canon de la justice, pointé sur un traître. Capitaine, Étienne n'en croyait pas ses yeux. C'était elle qui venait de le sauver d'une mort certaine. La capitaine Reed s'approcha lentement de Lefebvre qui saignait de l'épaule. Son arme, stable, visait son cœur. « Bouge, et je te fais sauter la cervelle, sale traître !» Sa voix était glaciale. Lefebvre, tenant son épaule, s'effondra au sol. « Comment as-tu ? Vous m'avez sous-estimé.
encerclée. La capitaine Reed avait fait semblant de se rendre pour relâcher la vigilance de ses ennemis, puis elle avait désarmé le plus proche et contre-attaqué. Profitant de la confusion, elle avait suivi les bruits de lutte venant de la falaise et était montée jusqu'à eux. La situation était inversée. Étienne, malgré son bras blessé, se releva et ramassa le pistolet de Lefebvre. 2 canons étaient maintenant pointés sur le traître. « Tout est fini, mon adjudant-chef. Rendez-vous, dit Étienne, tentant une dernière fois de le raisonner. Mais il n'y avait aucun regret dans les yeux de Lefebvre. Seulement la folie d'un homme qui a tout perdu. « Fini ? Non, pas encore. Si je meurs, vous venez avec moi. » Lefebvre sortit un petit appareil de sa poche, un détonateur à distance. « Vous savez ce que c'est ? J'ai posé des bombes partout sur le terrain. Si j'appuie sur ce bouton, tout ça devient un brasier. » La menace glaça Étienne et la capitaine Reed. Si c'était vrai, ils étaient dans un enfer. « Vous êtes fous ? Vous tueriez vos propres camarades ?» lança la capitaine avec mépris. « Des camarades ? Il n'y a pas de camarades face à l'argent. Jetez vos armes. Ou on meurt tous ensemble !» hurla Lefebvre, à moitié fou. La situation était bloquée. C'est alors que le regard d'Étienne capta un mouvement. Derrière Lefebvre, dans la forêt, une ombre bougeait. D'abord, il crut à un animal, puis il reconnut une silhouette humaine. Un homme en treillis qui approchait avec précaution. C'étaient ses camarades du régiment. Son cœur bondit de joie. Inquiet de la fusillade et de la perte de contact, le camp avait envoyé une équipe de recherche et à leur tête se trouvaient les hommes avec qui il avait tout partagé. Pour attirer l'attention de Lefebvre, Étienne le provoqua. « Des bombes ? Vraiment ? Un homme comme vous n'aurait jamais pu faire ça seul. Ce détonateur est un faux. Arrêtez de bluffer. »« Quoi ? Espèce de jeune merdeux !» Lefebvre, perdant toute raison, se concentra entièrement sur Étienne. À cet instant précis, Étienne fit un signe de tête imperceptible à la capitaine Reed. Un signal qu'elle comprit instantanément. 3, 2, 1. Au décompte mental d'Étienne, la capitaine Reed tira dans le sol au pied de Lefebvre. Panne. La terre gicla et Lefebvre, par réflexe, se baissa. C'était le moment. Assaut. Les commandos français qui s'étaient cachés dans la forêt bondirent tous en même temps. En un éclair, ils furent sur Lefebvre et le maîtrisèrent. « Lâchez-moi !» Lefebvre se débattit, tentant d'appuyer sur le bouton, mais il ne put rien faire contre la force de ses anciens camarades. Le détonateur tomba de sa main et fut écrasé sous la botte d'un soldat. La situation était réglée. Le traître était capturé, sa dernière tentative anéantie. « Ça va, Martel !» Ses camarades se précipitèrent pour soutenir Étienne. « Ça va, merci d'être venu. » Étienne soupira de soulagement, la très longue nuit touchait à sa fin. Il regarda ses camarades qu'il avait sauvés et surtout, il regarda la capitaine Reed qui s'était battue à ses côtés jusqu'au bout. Elle baissa son arme, l'épuisement visible sur son visage. Mais le regard qu'elle posait sur Étienne était plus chaleureux que jamais. Ils se regardèrent sans un mot. Dans ce silence passaient 1000 émotions, gratitude, excuses et une profonde fraternité d'armes qui transcendait les frontières. Peu après, les renforts arrivèrent et le terrain fut entièrement sécurisé. Les blessés furent évacués et les derniers mercenaires furent neutralisés. L'incident terrifiant déclenché par la trahison de Lefebvre était enfin terminé grâce à l'héroïsme de 2 soldats d'exception. Le terrain d'exercice fut investi pendant plusieurs jours par une commission d'enquête conjointe. L'enquête sur l'adjudant-chef Lefebvre et le groupe de mercenaires révéla qu'il avait été corrompu par une organisation criminelle internationale pour voler des secrets militaires et les données de l'exercice. Les bombes étaient bien réelles et si Étienne et la capitaine Reed ne l'avaient pas arrêté, le camp aurait été réduit en cendres, un fait qui horrifia tout le monde. Étienne Martel et Evelyn Reed, en tant que témoins clés, furent interrogés à plusieurs reprises. Ils racontèrent tout, de leur rencontre dans l'entrepôt à leur confrontation avec le traître. Leurs témoignages concordaient parfaitement avec toutes les preuves. Pendant l'enquête, ils passèrent la plupart de leur temps à l'hôpital pour soigner leurs blessures. Étienne avait une profonde entaille au bras et la capitaine Reed était couverte de contusions. Mais les blessures de l'âme étaient plus profondes. Étienne luttait pour se remettre du choc d'avoir été trahi par son mentor, tandis que la capitaine Reed était rongée par la culpabilité, pensant que son arrogance avait été le déclencheur de tout. Je suis désolée. Un après-midi, sur le toit de l'hôpital, la capitaine Reed s'approcha d'Étienne. Si je n'avais pas proposé ce pari stupide, rien de tout ça ne serait arrivé. Étienne, qui regardait le ciel, secoua la tête. Non. Même sans le pari, Lefebvre aurait trouvé un autre moyen.
Au contraire, c'est peu être parce que nous étions ensemble que nous avons pu l'arrêter. » Ces mots soulagèrent un peu la capitaine Reed. « Tes camarades, comment vont-ils? Le choc de la trahison doit être dur. » Les hommes du Huner et Pima ne se brisent pas si facilement. On coupe la branche pourrie et l'arbre devient plus fort. La voix d'Étienne était empreinte de la même fierté et confiance inébranlable en son unité. Ils restèrent un moment en silence à regarder le coucher du soleil, leur première rencontre gênante, l'arrogance, le pari mortel, la nuit passée à frôler la mort. Tout défilait dans leur esprit. Entre eux, il n'y avait plus aucune barrière. Quelques jours plus tard, les deux armées décidèrent de décerner leur plus haute distinction à l'adjudant Étienne Martel et à la capitaine Evelyn Reed pour leur rôle décisif dans la résolution de la crise. La cérémonie, simple mais solennelle, eut lieu lors de la clôture de l'exercice. Le jour de la remise des médailles, ils se tinrent côte à côte sur l'estrade, en uniforme d'apparat. Devant les officiers des deux nations, le nom d'Étienne fut appelé le premier. L'adjudant Étienne Martel, pour son courage exceptionnel, son esprit de sacrifice et ses compétences remarquables au combat, a déjoué un complot visant à détruire cet exercice et à sauver la vie de nombreux camarades, contribuant ainsi de manière significative à la sécurité de nos deux nations. La croix de la valeur militaire lui est décernée. Étienne salua et reçut la médaille. Son poids sur sa poitrine lui parut immense. Ce fut ensuite le tour de la capitaine Reed. Le général américain, lui, remit personnellement sa décoration. Le capitaine Evelyn Reed pour son sang-froid, son courage indomptable face à la menace et pour avoir, aux côtés de nos alliés, repoussé l'ennemi et empêché des pertes catastrophiques pour les forces de la coalition, se voit décerner la Army Cross. En recevant la médaille, la capitaine Reed sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle s'était toujours battue pour prouver sa valeur. Et enfin, elle était reconnue comme une véritable héroïne. Après la cérémonie, les félicitations affluèrent. Les soldats américains qui s'étaient moqués d'Étienne vinrent lui présenter leurs respects les plus sincères. « On a eu tort, Martel. On t'avait mal jugé. Tu es un vrai soldat. »« Ce n'est rien, oublions ça. » Étienne accepta leurs excuses avec un sourire. Tous les malentendus et conflits s'étaient dissipés. Le soir, une petite fête fut organisée. Étienne et la capitaine Reed se tenaient dans un coin, buvant un verre. Au milieu des acclamations, un lien spécial les unissait. « Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce pari ?» demanda la capitaine Reed avec une lueur espiègle dans les yeux. « Le pari, la promesse d'une nuit, elle est toujours valable ?» Étienne réfléchit un instant, puis sourit. « J'ai l'impression que cette promesse a déjà été tenue cette nuit-là dans l'entrepôt. This is bar. Ah oui, moi je me souviens juste d'avoir mangé une ration de combat et tiré au fusil, rétorqua-t-elle en riant. Le souvenir de cette nuit terrible était devenu une anecdote qu'il pouvait partager avec le sourire. Alors, il faudra me donner une chance de tenir ma promesse à nouveau. Après l'exercice, si vous avez le temps, accepteriez-vous de dîner avec moi? Pas une ration de combat cette fois. Quelque chose de vraiment bon. Donkenis a fait his badge, a fait his en fez au Kamze. La proposition soudaine d'Étienne fit légèrement rougir la capitaine. Ce n'était plus la promesse d'un vainqueur à un vaincu. C'était le début de quelque chose de nouveau, entre un homme et une femme qui se plaisaient mutuellement. J'attendrai ça avec impatience, Étienne. Ils se regardèrent et sourirent. Là où il y avait eu des blessures, une nouvelle relation, aussi précieuse qu'une médaille d'honneur, commençait à éclore. Le dernier jour de l'exercice arriva, le camp était en pleine effervescence, les Américains préparaient leur retour, les Français réorganisaient le site pour de futures manœuvres. La capitaine Reed, faisant ses bagages, regarda par la fenêtre. La promesse d'un dîner avec Étienne résonnait dans sa tête. Elle sentait que ce qu'elle éprouvait pour lui dépassait le simple respect, mais aujourd'hui tout était fini. Elle rentrait en Amérique, y restait en France. Le mur de la réalité était haut et épais. On frappa à sa porte. Entrée, c'était Étienne. Il n'avait pas son air impassible habituel, mais un sourire un peu gauche et timide. Il tenait un petit sac en papier. « J'ai entendu que vous partiez bientôt, je voulais juste vous dire au revoir. Merci d'être venu. » Elle le fit entrer. Un silence gêné s'installa. Tant de choses à dire, mais par où commencer? Ce fut Étienne qui rompit le silence. Il lui tendit le sac. « C'est un cadeau ?» Surprise, elle ouvrit le sac. À l'intérieur se trouvait un foulard en soie au motif traditionnel et une petite boîte. Dans la boîte, un médaillon en argent gravé à son nom, Evelyne.
C'est juste un souvenir, dit-il en se grattant la tête, embarrassé. Ce petit cadeau inattendu lui serra le cœur. Elle serra le médaillon dans sa main. Le métal était froid, mais il lui semblait chaud, comme le cœur de celui qui le lui offrait. « Merci, c'est magnifique. Pour le dîner, continua-t-il prudemment, ce sera difficile de tenir la promesse maintenant que vous partez. » On sentait la déception dans sa voix. Elle ressentait la même chose. Elle ne voulait pas que ça se termine ainsi. « Si un jour tu viens en Amérique, c'est moi qui t'inviterai. Je te ferai goûter le meilleur steak du monde, dit-elle, s'efforçant de paraître joyeuse. » Mais tous deux savaient que cette promesse était vague et incertaine. Étienne réfléchit un instant, puis, comme s'il avait pris une grande décision, il s'approcha d'elle. Ce qu'il dit la laissa sans voix. « J'irai. »« Pardon ? » ?»« En Amérique. J'irai. » Ses yeux étaient sérieux. « Je vais poser une longue permission. C'est le moment idéal. J'aimerais visiter l'Amérique. Si. Si vous êtes d'accord, bien sûr. » Son aveu, si soudain et si sincère, fit battre son cœur à la chamade. La promesse vague devenait une réalité tangible. « Bien sûr. Évidemment que je suis d'accord. Tu seras le bienvenu, quand tu voudras, dit-elle, un immense sourire illuminant son visage. Voyant sa joie, Étienne se détendit enfin. « Alors c'est promis, je viendrai. »« C'est promis, tu viendras. » Ils se serrèrent la main. Mais cette poignée de main se transforma rapidement en une étreinte. Étienne la serra doucement contre lui et elle passa ses bras autour de son cou. Leurs regards se plongèrent l'un dans l'autre. Une relation née sur un champ de bataille, au milieu des coups de feu et des odeurs de poudre, était sur le point de se transformer en une promesse pleine d'un nouvel espoir. « Fais attention à toi, Étienne. »« Vous aussi, Evelyne. » C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. À ces mots, elle ferma doucement les yeux. C'était un adieu, mais pour eux, il y avait plus d'espoir que de tristesse. C'était pas une fin, mais un nouveau départ. L'histoire de l'ombre du Cos et de la Reine des Glaces des forces spéciales américaines ne faisait que commencer. Une nouvelle infiltration à haute altitude, par-delà les frontières, venait de débuter, avec pour cible le cœur de l'autre. De retour aux États-Unis, la vie d'Eveline reprit son cours, en apparence. Elle retourna dans son unité, excellant dans les entraînements et les missions. Ses collègues la regardaient avec un respect et une admiration renouvelés. Son statut au sein de l'unité était plus solide que jamais, mais intérieurement, tout avait changé. Seuls les souvenirs de France la submergeaient, le visage d'Étienne Martel en particulier ne la quittait pas. Son expression impassible, son regard profond et sa gentillesse inattendue. Sur son bureau, elle avait placé le médaillon qu'il lui avait offert. Parfois, elle le prenait dans sa main, se remémorant leurs promesses. Viendrait-il vraiment ? Le temps d'attente lui semblait interminable. Il s'échangeait de brefs emails, les siens étaient concis, comme lui. Il décrivait sobrement son quotidien, mais Evelyne sentait à travers ces quelques lignes qu'il pensait à elle. Elle lui racontait aussi sa vie, terminant toujours ses messages par un « je t'attends ». Au même moment au Japon, Étienne vivait une situation similaire. L'atmosphère de l'unité, secouée par la trahison de Lefebvre, se rétablissait peu à peu. Ses camarades le taquinaient parfois sur l'officier américaine, mais il se contentait de sourire. La place qu'elle occupait dans son cœur était trop importante pour en parler à la légère. Il pensait profondément à elle, cette femme venue d'un monde si différent. D'abord une rivale arrogante, il avait découvert en frôlant la mort avec elle sa vraie nature, une fragilité cachée sous une armure de force, une volonté de fer pour défendre ses convictions. Il avait déposé sa demande de permission et attendait, mais les procédures étaient longues. En attendant, les missions s'enchaînaient. Pour tenir sa promesse, pour la revoir, il accomplissait son devoir en silence. Un jour, Evelyne reçut un colis inattendu venant de France. À l'intérieur, une lettre et une petite boîte. La lettre était d'Étienne. « Evelyne, j'espère que tu vas bien. L'hiver approche ici. Je me demande quel temps il fait chez toi. Ma demande de permission a enfin été acceptée. Je pense que je pourrai être là le mois prochain. Prends soin de toi d'ici là. Ce petit cadeau est ce que j'ai de plus précieux. J'espère qu'il te plaira. » Les mains tremblantes, Evelyne ouvrit la boîte. À l'intérieur, une plaque d'identité militaire en argent, un peu usée. C'était la sienne. Son nom, son numéro de matricule, son groupe sanguin. Pour un soldat, la plaque d'identité est un symbole de sa propre vie. Et il la lui avait envoyée. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Ce petit morceau de métal lui disait son amour plus que 1000 mots. Il l'aimait profondément, elle en était maintenant certaine. Elle lui répondit immédiatement « Étienne,
j'ai bien reçu ta plaque. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Je la garderai précieusement jusqu'à ton arrivée. Fais attention à toi, je t'attends ici. Ton Evelyne, la distance ne faisait que renforcer leur lien. Et enfin, la fin de la longue attente approchait. Loin du champ de bataille, leur véritable histoire allait commencer. Un mois plus tard, aéroport international de Washington-Dulles, Evelyn attendait anxieuse devant la porte des arrivées. La foule sortait, mais aucune trace de celui qu'elle attendait. Et si il avait raté son avion, et si il lui était arrivé quelque chose, puis elle aperçut une silhouette familière, pas en uniforme, mais en jean et blouson de cuir. Sa posture droite, sa carrure solide étaient reconnaissables entre toutes. C'était Étienne. Étienne, elle cria son nom en courant vers lui. En l'apercevant, il sourit et ouvrit les bras. Au milieu de la foule, ils s'étreignirent de toute leur force. « Tu es vraiment venu. » Une promesse est faite pour être tenue. Dans ses bras, Evelyne sentit toute la solitude et l'anxiété de ces derniers mois s'évanouir. « Tu m'as manqué, toi aussi. » En fait, elle partissait dans sa voiture, en route vers son appartement. Elle le regardait observer le paysage inconnu avec curiosité. Ce n'était plus le soldat charismatique du champ de bataille, mais un homme ordinaire, ce qui le rendait encore plus attachant. Son appartement était fonctionnel, celui d'une militaire. Sur son bureau, le médaillon gravé. Autour de son cou, la plaque d'identité d'Étienne. En les voyant, il sourit. Le soir, comme promis, elle l'emmena dans le meilleur restaurant de steak de la ville. « Alors ? C'est meilleur qu'une ration de combat » demanda-t-elle en le regardant dévorer son steak. La comparaison est insultante. C'est délicieux. Autour d'un verre de vin, ils parlèrent de tout ce qu'ils n'avaient pu se dire. Leur vie, leur famille, leur avenir. Plus ils parlaient, plus ils se sentaient proches l'un de l'autre. Après le dîner, ils marchèrent le long du fleuve Potomac. Les lumières de la ville scintillaient sur l'eau. « Merci d'être venu » dit-elle en prenant sa main. Il s'arrêta et se tourna vers elle. Il sortit une petite boîte de velours de sa poche. Qu'est-ce que... Il l'ouvrit. À l'intérieur, un collier simple, avec un pendentif en forme de leurs insignes de grade respectifs. Nous nous sommes rencontrés en tant que soldats, et nous le serons peu, être toute notre vie. Mais à partir de maintenant, avant d'être un soldat, je veux être un homme à tes côtés. Me le permets-tu ? C'était la déclaration la plus simple et la plus sincère du monde. Les larmes aux yeux, Evelyn hocha la tête avec ferveur. « Oui, moi aussi, je veux être à tes côtés. » Il lui passa délicatement le collier autour du cou. Sa plaque d'identité et le nouveau collier brillaient côte à côte, unissant leur passé, leur présent et leur avenir. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Un baiser passionné qui scellait un amour né d'un Paris dangereux et qui avait traversé les frontières. Les jours passèrent comme dans un rêve. Ils visitèrent Washington comme des amants ordinaires. Evelyn le présenta à ses amis et collègues. D'abord méfiants, ils furent rapidement conquis par son caractère solide et le regard tendre qu'il posait sur Evelyn et finirent par bénir leur union. Le dernier jour de sa permission, ils décidèrent de faire du parachutisme ensemble, un clin d'œil à leur rencontre. Dans le petit avion qui montait, ils se tenaient la main, en silence. Il n'y avait plus l'attention du premier jour, seulement une confiance et un amour profond. « Prêt ?» demanda Evelyn au moment du saut. « Toujours !» répondit-il avec un sourire. Ils se jetèrent dans le vide. Le vent frais, le paysage magnifique de l'Amérique sous leurs pieds. Ils volaient librement, se regardant dans les yeux, comme s'ils étaient seuls au monde. Après un moment de chute libre, ils se prirent la main et dessinèrent un cœur dans le ciel. Le ciel n'était plus un lieu de compétition, mais la scène de leur amour. Après un atterrissage parfait, ils s'étreignirent en riant. « Le meilleur saut de ma vie, parce que j'étais avec toi. » Étienne, essuyant une goutte de sueur sur sa joue, dit d'une voix sérieuse. « Evelyn, en rentrant en France, je vais démissionner de l'armée. »« Quoi ? Comment ça ?» Elle était stupéfaite. « Je veux être avec toi. Ma vie de soldat est importante, mais mon avenir est avec toi. Si tu es d'accord, je veux venir m'installer ici. » Ce n'était pas une décision impulsive. Pour passer le reste de sa vie avec elle, il était prêt à abandonner ce qu'il avait de plus cher. Émue, Evelyn ne put rien dire. « Je sais que tu dois continuer ta carrière et que ce ne sera pas facile, mais j'en suis certain. Si tu es à mes côtés, nous pourrons tout surmonter. Evelyn, veux-tu passer le reste de ta vie avec moi ?» C'était une demande en mariage. Sous le ciel bleu, un soldat faisait le serment le plus sincère. Evelyn n'hésita plus. Elle se jeta à son cou et l'embrassa passionnément. « Ma vie est avec toi. L'arrogance,
le préjugé, le pari dangereux. Tout cela avait mené à un amour plus fort que les frontières, les langues et les cultures. L'ombre de France et la reine des glaces d'Amérique, unies par le ciel, étaient devenus le ciel l'un de l'autre et s'étaient jurés de rester ensemble pour l'éternité. Leur histoire ne faisait que commencer.